Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue à ce petit webinaire exploiter le plein potentiel de vos données first party. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, sachant qu'il est 10h05. Juste une petite petit aspect pratique au début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'interface questions de Livestorm. Comme ça les référence correctement et ça nous permet aussi de flaguer quand est-ce qu'on y répond en direct. Au pire, si vous les mettez dans le chat, je les lirai quand même, hein, mais c'est pour simplifier un peu le travail. Euh, donc c'est parti. Donc bienvenue à tous pour ce webinaire sur exploiter le plein potentiel de vos données first party. On va traiter le sujet avec deux angles aujourd'hui, une partie avec GTM Server Side, et c'est pour ça que Quentin est avec moi, et une partie Reverse ETL, c'est pour ça que je suis aussi là pour vous parler de tout ça. Au programme aujourd'hui, on va rapidement se présenter. Après, je vais passer la main à Quentin qui vous parlera de GTM Server Side avec les premiers cas d'usage, pourquoi on déploie GTM Server Side au début. Il vous parlera ensuite des cas d'usage avec la donnée first party. Et je prendrai la main sur la suite avec le reverse ETL pour vous expliquer un peu c'est quoi, parce que potentiellement dans l'audience, il y a des gens qui sont pas familiers avec les plateformes data et ces technos-là, donc je vais un peu refaire. Ça ira vite, hein, mais je vous réexpliquerai un peu le pourquoi, le comment. Et à la fin, on terminera avec finalement entre le reverse ETL et GTM Server Side, qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon, avec quelle techno, et comment on choisit ce qu'on fait à droite, à gauche. Sachant qu'avec Quentin, on s'est beaucoup posé la question, et justement, c'était intéressant de le traiter de cette façon-là. Qui sommes-nous? Nest, c'est une agence qui a un peu plus de 3 ans d'existence, qui a été créée en 2021 par Nicolas Chollet, qui est un expert data analytics, qui a fait beaucoup de choses avant, il a fait beaucoup de SEO aussi. On a fait plus d'une centaine de projets, à la fois pour des directions marketing, des directions data, des directions générales, et aussi de plus en plus avec les directions IT de nos clients. On est plus d'une trentaine de consultants aujourd'hui et on a une seniorité qui est assez élevée dans l'agence par rapport à d'autres agences un peu plus grosses. On va avoir quasiment 9-10 ans de seniorité pour tous les consultants de l'entreprise. Euh, nos offres, elles sont assez resserrées aujourd'hui. Auparavant, c'était un peu plus diffus, mais on va avoir une partie opération évidemment pour gérer tout ce qui est direction clientèle, direction commerciale. On va avoir une petite BU data management qui est super intéressante parce que c'est des profils data product owner qui sont de plus en plus pertinents et nécessaires aujourd'hui avec l'ampleur des projets data qu'on peut faire chez nos clients. On aura une grosse équipe tracking dont Quentin fait partie et Quentin représente aujourd'hui ces couleurs-là. Pour information, de tracking, c'était l'expertise initiale de Nest et c'est pour ça que c'est une grosse équipe aussi aujourd'hui. Et après, on va avoir deux autres équipes. Data Intelligence, ça va être plutôt sur tous les sujets d'analyse ad hoc, de dashboarding, etc. Et Data Platform Engineering, ça va être celle que je vais gérer moi, qui est en gros le déploiement, la maintenance et l'augmentation des plateformes data qu'on déploie pour nos clients avec l'ingestion de données, la centralisation, la modélisation, etc. Mais j'aurai un peu plus l'occasion de vous parler de ça tout à l'heure. Aujourd'hui, donc Quentin, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Yes, merci, bonjour à tous. Quentin, je fais partie de l'équipe Tracking Analytics chez Nest. Et donc, j'interviens sur tous les sujets, sur différents sujets avec différents clients sur du tracking, de l'analytics, de la mise en place des solutions analytics, à la mise en place du server-side, au tag média, à toutes ces choses-là. Super, merci. Et pour ma part, Julien Beauvais, ça va faire un peu plus de 10 ans que je travaille dans la data et j'ai toujours été plus ou moins à des postes de déploiement de plateforme. Donc j'ai commencé en agence chez Neuron à l'époque, qui s'appelle plus Neuron aujourd'hui puisque ça a été racheté, renommé des dizaines de fois depuis. Après, j'ai bossé dans pas mal de grands groupes à Paris comme le groupe Yves Rocher, Gary Lafayette ou le groupe L'Oréal. Et ça fait bientôt 2 ans que je suis chez Nest pour gérer toute cette partie-là, du coup, le déploiement des plateformes data pour nos clients. Et pour la petite histoire, on est tous les deux Des anciens. enfants Yves Rocher, anciens Yves Rocher. Tout à fait. Très 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 belle entreprise. J'ai adoré. Je fais 1 an et demi là-bas. Et j'ai quitté Yves Rocher parce que je quittais la région parisienne. Sinon, je pense que je serais resté chez Yves Rocher très longtemps. Euh, je vais passer la main du coup à Quentin pour la suite. Et je vais monitorer le chat. Si jamais il y a des questions, on fera peut-être des petites pauses pendant la présentation pour vous y répondre. Merci Julien. L'idée maintenant, c'est de passer de revenir sur les premiers cas d'usage mis en place avec GTM Server Side. Si vous vous rappelez bien, il y a maintenant 2, 3 ans, un truc comme ça, les différents outils publicitaires ont fait beaucoup de pubs
pour ce qu'ils appelaient les Conversion API. À l'époque, par exemple, chez Yves Rocher, Facebook poussait énormément pour qu'on mette en place ça. Et ils poussaient parce qu'en fait, globalement, ils n'étaient pas très contents. Ils n'étaient pas très contents parce qu'en fait, il y a des restrictions navigateurs qui commencent à voir le jour. Il y a les adblockers qui sont de plus en plus utilisés et qui bloquent de plus en plus les choses en lien avec l'analytics, le tracking, la pub. Et donc, ils sont pas contents et ils cherchaient des manières de contourner ça ou des manières d'avoir plus de données. Et donc, l'une des réponses, c'était effectivement de mettre en place ce qu'eux appelaient les Conversion API. L'une des réponses classiques face à ça, c'était effectivement la mise en place de GTM server-side. Quand on met en place GTM server-side, en règle générale, on adopte une approche hybride, c'est-à-dire qu'en front, sur le site, on conserve notre GTM web la plupart du temps, et ce GTM web nous permet de générer un flux de données vers le content server, et du content server, on redispatche les données vers les différents partenaires. En règle générale, on va utiliser donc un transporteur, un flux, pour amener les données au serveur. Très souvent, le flux qui est utilisé, c'est le flux GA4, tout simplement pour faciliter l'implémentation ensuite d'un certain nombre d'outils, et notamment tout ce qui va concerner GA4, Google Ads, etc. Parce que de fait, aujourd'hui, ces outils-là sont très dépendants de la librairie GTag en front. Mais on peut très bien aussi, dans certains cas, utiliser d'autres librairies. On l'a déjà fait avec Piano, par exemple, avec du Matomo ou avec autre chose, en gardant en tête qu'ensuite, on peut avoir plus de difficultés à renvoyer les données vers les différents partenaires. Mais bon, l'idée, ça reste qu'on a un flux de données qui envoie les données au serveur et qu'on redispatche vers les différents partenaires. Cette approche-là, elle est mise en place parce que finalement, elle nous apporte plusieurs avantages. Le premier avantage, il est assez évident, parce que c'est une réponse finalement, c'est la réponse qu'on apporte aux problématiques rencontrées par les acteurs de la pub, c'est que le server-side nous permet dans une certaine mesure de gagner en fiabilité de la donnée. Ça, vous le savez certainement. Si vous avez mis en place le server-side ces derniers mois ou années, c'est probablement l'une des raisons principales pour lesquelles vous l'avez fait. Pas mal de choses peuvent être mises en place, notamment des choses pour contourner les restrictions navigateurs, contourner éventuellement les blocages des adblockers. Par exemple, en proxifiant certains scripts, comme le script de GTM, le script GTag ou autre. Ça, évidemment, les différents prestataires avec lesquels vous pouvez travailler sur la partie hébergement des conteneurs peuvent fortement vous faciliter la vie. Typiquement, pour tous ceux qui travaillent avec Addingwell, le travail est fortement facilité, même si des choses sont aussi faisables par ailleurs. Un deuxième avantage qu'on met un peu moins souvent en avant, mais qui est quand même important, qui peut notamment intéresser tous les départements IT, c'est la partie performance et sécurité. Parce que théoriquement, l'idée, c'est de se dire qu'on pourrait théoriquement diminuer le nombre de librairies JavaScript tierces sur le site. Donc, par exemple, au lieu d'avoir Facebook, TikTok voilà, Facebook, TikTok, par exemple, on pourrait faire en sorte de supprimer ces librairies-là et uniquement avoir notre librairie JTag qui envoie les données au serveur et redispatcher vers les différents partenaires. L'idée, c'est qu'on limite le nombre de librairies JS, donc on a un impact positif sur la perf et aussi sur la sécurité dans la mesure où on limite les risques potentiels. L'autre point aussi qui est assez important et qu'on ne met pas suffisamment en avant, je pense, c'est toute la partie gouvernance de la donnée. Dans le sens où le server-side va aussi nous aider à mettre en place des systèmes de contrôle sur la donnée, notamment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de données personnelles, en tout cas dans les outils où on n'est pas censé en envoyer. On pouvait le faire dans une certaine mesure avec GTM Web, c'était quand même beaucoup plus contraignant et surtout beaucoup moins simple de le systématiser à l'ensemble des tags et des partenaires. Alors qu'avec GTM Server-Side, on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement, parce que finalement, on a un flux à traiter, on peut réaliser des transformations sur ce flux-là de manière systématique sur l'ensemble des tags, et donc assez facilement faire en sorte de nettoyer les données pour l'ensemble des partenaires. Et il y a au moins un quatrième avantage sur lequel on va venir juste après, mais on en parlera plus tard. Donc effectivement, sur la fiabilité de la donnée, vous le savez déjà probablement. Ce qu'on met souvent en avant, par exemple, c'est les problématiques générées par ITP.
avec notamment la durée de vie des cookies limitée à 24 heures, des cookies first party limitée à 24 heures ou 7 jours en fonction des cas. Et autre chose, évidemment, les adblockers qui peuvent, dans certains cas, bloquer le déclenchement des tags analytics ou publicitaires. Et évidemment, aujourd'hui, on a aussi certains adblockers, pardon, qui bloquent de base GTM. Et vous le savez très bien, si GTM est bloqué, malheureusement, tout est bloqué en aval. D'où, d'ailleurs, la proxification de GTM qui est très très souvent réalisée pour éviter ce blocage. Alors, on peut essayer de donner des chiffres, c'est toujours assez, c'est jamais si simple dans la mesure où ça change énormément en fonction du secteur d'activité et en fonction de la cible de l'entreprise. Souvent, nous, ce qu'on remarque en général, c'est qu'on est à peu près aux alentours de 10% en moyenne sur les clients. En général, et je crois que ce sont des chiffres Addingwell, il me semble, de l'interface. En général, on est à peu près sur 15% sur ordinateur et 5% sur mobile de hausse, dans la mesure où sur mobile, finalement, les adblockers sont beaucoup moins présents. L'usage des adblockers est beaucoup moins présent. Donc, on a un effet, l'effet de la proxification est beaucoup moins fort. Mais alors, on reste sur du 15% à 5%. Nous, en général, on est souvent sur du à peu près 10%, mais ça dépend fortement du client et ça peut varier de 5 à 20% sans trop de soucis. Et une fois qu'on a dit ça, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a mis en place le server-side pour un certain nombre de raisons à la base. Très souvent, les raisons principales étaient à la base une perte de fiabilité de la donnée, une perte de fiabilité de la donnée envoyée aux partenaires et potentiellement la volonté d'améliorer cette donnée-là parce qu'aujourd'hui, les algos des partenaires publicitaires sont hyper importants et donc il est important d'essayer de leur envoyer des données aussi complètes que possible. Donc ça, c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles vous avez mis en place le server-side. Vous avez du coup mis en place ce qu'on va appeler les fondations à la base. Donc, vous avez géré l'infrastructure, que ça soit en interne, en gérant par exemple vous-même dans GCP avec LoadRun, ou alors vous êtes passé via un prestataire comme Addingwell, par exemple. Vous avez fait la migration des tags, probablement. Donc, vous avez passé GA4 en server-side, Piano en server-side éventuellement, si vous avez du Piano. Vous avez fait la même chose pour les outils publicitaires du type Facebook, Google Ads, TikTok et autres. Donc ça, c'est un petit peu la première étape que tout le monde fait plus ou moins une fois qu'on met en place le server-side. Après, on a une deuxième étape qui est aujourd'hui assez commune aussi, qui est déjà effectivement mettre en place les éléments qui nous permettent de contourner certaines restrictions navigateurs. On peut penser à la proxification, par exemple, de GTM ou du GTag. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, en plus de ça, c'est commencer à mettre en place des contrôles sur les flux et sur les données personnelles. Ça, c'est quelque chose qui est, j'ai l'impression, moins souvent fait, mais qui peut être très intéressant aussi. C'est que ça reste l'un des apports de Gem Server Side de pouvoir facilement, en tout cas beaucoup plus facilement, faire ces contrôles-là et faire en sorte, par exemple, de mettre en place les bons pare-feux pour ne pas envoyer de données personnelles dans GA4, par exemple. Une troisième étape, qui est l'étape pro, ça peut être la restauration des cookies. Là, l'idée, c'est de se dire que, notamment avec ITP, les cookies first party peuvent être, leur durée de vie peut être limitée assez fortement. Et donc, c'est mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de prolonger leur durée de vie. Ça passe en général par deux possibilités. Une première possibilité qui est la reverse proxy pour les sites qui ont déjà un reverse proxy en place et pour lesquels on peut utiliser ça. Et quand c'est pas le cas, ça passe par d'autres systèmes de restauration des cookies. Les différents partenaires qui gèrent l'hébergement proposent en général ça. C'est le cas d'Addingwell, par exemple, avec Cookie Restore. De mémoire, c'est aussi le cas de Stape, pour ceux qui travaillent avec eux. Donc, on a souvent cette possibilité de restaurer les cookies. En règle générale, la plupart des annonceurs qu'on voit, la plupart des clients qu'on voit sont souvent à l'étape 2, sont à la fin de l'étape 2, éventuellement à l'étape 3, c'est assez rare en réalité, mais on est souvent dans ces eaux-là. L'idée, c'est de se dire que
là, on a à peu près la roadmap dans l'ordre des éléments qu'on peut mettre en place. Une fois qu'on a mis en place les éléments du niveau 1, on peut aller vers le niveau 2, puis le niveau 3, puis le niveau 4. Aujourd'hui, l'idée, c'est de s'assurer qu'on a bien les bases sur le niveau 2 et le niveau 3. Et une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de se dire, bon, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, je m'arrête là, ou est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je veux faire en sorte de rentabiliser un peu plus mon implay, ou est-ce que ça me va de rester comme ça? En fait, dans les faits, on peut faire beaucoup plus de choses. On peut faire beaucoup plus de choses et c'est des choses qui sont encore aujourd'hui assez peu faites, mais vers lesquelles, on commence à aller. Et ces choses-là, ça va être des choses en lien avec l'enrichissement. Ça reste l'une des promesses aussi de James Side de faciliter l'enrichissement de données. Et ça va être le sujet qu'on va aborder pendant les prochaines minutes. Quand on parle d'enrichissement de données, on va avoir plusieurs choses. On va avoir l'enrichissement de hits, donc par exemple faire en sorte d'envoyer la marge, une segmentation client ou autre. Ça peut être aussi l'envoi de données offline, comme on pouvait le faire à l'époque dans GA avec le Measurement Protocol. Donc là, ce sera quelque chose de similaire, mais avec l'idée qu'on enverra ça au serveur pour ensuite redispatcher vers les différents partenaires. On a peut-être une petite question de Julien Labo dans le chat. La question, on voit des solutions qui poussent, qui promettent de gérer toute la partie intégration GTM server-side pour assez peu cher. Je pense à Stape.io par exemple, la plateforme Meta notamment, elle le recommande pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, on a nos copains d'Anywell, je crois, dans le chat. Il y a effectivement Stape. En réalité, Stape et Anywell sont surtout des plateformes qui vont permettre de gérer l'hébergement du conteneur server-side, principalement. Donc, c'est eux qui vont gérer toute la partie un peu chiante sur GCP et sur Cloud Run, par exemple, pour que les annonceurs n'aient pas à le faire eux-mêmes. Mais ce ne sont pas forcément eux qui vont ensuite gérer toute la partie mise en place, enfin migration des tags, mise en place des tags dans le content server-side. Donc finalement, eux gèrent toute la partie hébergement. Sur la partie hébergement, ils vont rajouter tout un tas de features qui sont hyper utiles. Si on parle d'Addingwell, c'est toutes les features qui sont liées au CDN, par exemple, pour proxifier facilement les différentes librairies, que ce soit GTM, GTAG. Si jamais vous avez déjà fait un tour dans le CDN d'Honeywell, vous avez dû voir que vous pouvez aussi proxifier n'importe quelle librairie JS. Donc, si vous le souhaitez, vous pourriez très bien proxifier la librairie JS de votre CMP. On avait fait un cas d'usage à l'époque où on avait proxifié la librairie JS, par exemple, d'un paywall pour éviter que le paywall ne soit pas affiché parce que bloqué. Ce genre de choses. En plus de ça, sur Addingwell ou même sur Stape, il y a des features assez similaires. Il va y avoir des choses, effectivement, pour gérer la restauration des cookies, du monitoring, évidemment. Donc, avis plutôt positif, très clairement. C'est hyper cool pour gérer l'hébergement. Ça rajoute pas mal de features en plus qu'on pourrait gérer manuellement, mais qui sont plus compliquées à gérer manuellement. Donc voilà. Pour moi, c'est des outils cool, même si on peut faire autrement dans certains cas. C'est toujours le même débat en fait, hein. C'est payer une solution qui le fait à ta place ou dépenser du temps humain si tu as l'expertise en interne ou chez des prestataires pour le faire au lieu de payer le SaaS. C'est un débat qu'il faut avoir à chaque fois en fonction du client, en fonction des ressources humaines que vous avez chez vous, du budget que vous avez, etc. Mais parfois c'est très, très utile. Ouais. Et effectivement, l'avantage aussi de ce genre de solution aussi, c'est que c'est aussi eux qui font une grosse partie de la R&D. Notamment si l'un de vos objectifs est de potentiellement contourner certaines restrictions navigateur, c'est aussi intéressant d'avoir un partenaire comme Addingwell ou Stape qui va chercher à faire la R&D et chercher à rester à jour pour éviter de nouvelles restrictions. Ça a été le cas notamment il n'y a pas très très longtemps quand certains adblockers ont commencé à bloquer les requêtes quand ça contenait GTM par exemple, ce qui a empêché du coup le chargement du conteneur GTM si jamais dans le nom du fichier il y avait GTM. Maxime rajoute que le sujet est aussi porté sur la maintenance du projet dans le temps, et ça c'est sûr que avec un SaaS vous avez ce sujet-là en moins. Après si vous le faites en interne, nous on en fait du conteneur self-hosted avec de la maintenance, du monitoring dessus, de l'alerting.
Encore une fois, ça dépend si on veut payer un outil qui est déjà fait sur mesure pour ou le faire soi-même. Les deux solutions se défendent, mais c'est vrai qu'il y en a une qui est plus la voie de la facilité et qui se défend dans beaucoup de situations. Et Rémi est en train de taper un message, ça fait une demi-heure qu'il est en train de taper. Il est en train de rédiger une bible sur le server side. Ah, attends. Ah, ok, ils auraient deux offres. Soit passer par JTM offre d'hébergement du conteneur comme Addingwell, soit le gateway. Sinon, ils font le API gateway. On parle de Step? Ouais, pour Step, ouais. Ouais. Ok. On poursuit? Yes. On va donc passer à la partie qui nous intéresse, donc la partie enrichissement. L'idée, c'est de donner un premier aperçu des possibilités. On va pas forcément rentrer dans tous les détails techniques. L'idée, pour l'instant, c'est simplement de montrer un peu ce qui est possible pour ouvrir un petit peu les chakras. Première chose, d'abord, on parle de first party, mais qu'est-ce que c'est? Quand on parle de données first party, on va parler en général d'informations qui sont directement collectées par l'entreprise auprès des utilisateurs, des clients, des visiteurs, etc. Donc, ça va être des données de navigation, de transactions, des données CRM, profil utilisateur, etc. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir tirer parti de ces données qui sont collectées directement par l'entreprise pour, finalement les utiliser dans les tags qu'on va déclencher. On va avoir plusieurs grands cas d'usage. Un premier cas d'usage dont je parlais tout à l'heure, qui est effectivement le fait d'enrichir les données qui sont transmises aux partenaires. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans un setup classique qu'on a, on va avoir notre transporteur, par exemple notre tag GA4 qui va envoyer des données au serveur. Et ensuite, on va redispatcher les données du serveur vers les différents partenaires. En fait, on pourrait très bien se dire que on va venir essayer d'enrichir ce hit au niveau du serveur en allant chercher des infos ailleurs pour transmettre cette info. Donc, par exemple, si on est sur un site e-commerce, l'exemple qui est souvent donné, c'est l'exemple de la marge. Évidemment, vous n'allez pas exposer en front la marge, vous n'allez pas la mettre dans le data layer, parce qu'en général, c'est pas forcément une info qu'on a envie de donner aux clients ou aux concurrents. Donc, on va pas la mettre en front. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est générer le flux vers le serveur. Au niveau du serveur, on met en place ce qu'il faut pour aller chercher l'information de la marge au bon endroit. Et comme ça, on a l'info et on peut la retransmettre aux différents partenaires, que ce soit un partenaire analytics ou un partenaire média. Donc typiquement, c'est ce qui peut permettre derrière de faire un pilotage à la marge dans des campagnes Google Ads et faire en sorte que les algos optimisent sur la marge au lieu d'optimiser sur le serveur. Et les deuxième et troisième exemples sont assez similaires en réalité. Mais là, ça va être l'idée qu'on va pouvoir envoyer des données, on va pouvoir générer des requêtes vers le serveur, comme on pouvait le faire avec le measurement protocol à l'époque dans GA. Par exemple, si on prend encore un site e-commerce, ça peut être comment est-ce qu'on va gérer les remboursements. Si jamais on voulait envoyer des remboursements, comment est-ce qu'on pourrait les gérer? Parce qu'évidemment, c'est souvent des choses qui ne sont pas forcément faites par l'utilisateur sur le site, mais c'est souvent fait en back-office par un salarié de l'entreprise. De la même manière, si on a des clients ou par exemple des clients bancaires où la conversion sur le site va être l'ouverture de compte, donc le fait d'avoir créé un compte en réalité, mais ensuite il y a d'autres étapes qui ne se passent pas en ligne. Il y a d'autres étapes qui sont réalisées par les opérateurs par les salariés de cette entreprise-là, comme la validation des documents, par exemple. Et ces étapes-là, on pourrait vouloir faire en sorte d'envoyer les données de ces étapes-là aux différents partenaires, par exemple à Google Ads. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple en question, dans Google Ads, ce qui est envoyé, c'est la création de compte. Sauf qu'on voudrait, si possible, aussi envoyer des données des conversions qui se passent en aval. Donc bien après, pour réellement se rapprocher de la conversion finale. Autre exemple, on va y revenir après, c'est aussi l'envoi de ce qu'on va appeler de données offline. Donc par exemple, les achats en point de vente. On a beaucoup parlé ces dernières années d'effet repos. L'idée étant de chercher à mesurer, à estimer
l'impact du web sur les magasins physiques. Donc, chercher à mesurer si finalement le fait qu'un utilisateur ait visité un site, soit passé par Google Ads par exemple, ait pu l'amener ou pas à aller faire un achat en magasin ensuite. Et justement, on va y venir. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on avait fait sur Bash il y a quelques mois maintenant. Je crois qu'on avait déjà parlé au précédent webinaire. L'idée, c'était qu'effectivement, on avait les différentes, on avait les magasins Bash. Et l'idée, c'était de faire en sorte que les achats en magasin puissent remonter dans les différents outils et notamment dans Google Ads et Meta. La raison pour laquelle on fait ça, c'est effectivement de pouvoir chercher à mesurer cet effet repos et de pouvoir faire en sorte de voir si les campagnes qu'on a mises en place dans Facebook ou dans Google Ads ou ailleurs ont pu générer des ventes en magasin. Donc ça, quand on le met en place, globalement, ce qui se passe, c'est que, comme à l'époque, on va grosso modo construire une requête. Alors malheureusement, le truc un peu contraignant, c'est que les requêtes, on les construit plus ou moins à la mano. Et on fait en sorte d'envoyer ces données-là directement à notre GTM Server Side. Et dans GTM Server Side, on va pouvoir redispatcher les infos vers les bons partenaires. Et ensuite, évidemment, dans les infos qu'on va envoyer aux différents partenaires, on va faire en sorte d'avoir des infos qui vont permettre qui vont permettre aux partenaires d'attribuer la conversion à la campagne. Évidemment, on n'est plus sur le web, donc tout ce qui est gclead, fbclead et compagnie, on ne les a plus réellement. Donc l'attribution, elle ne fonctionnera pas forcément là-dessus. Par contre, l'attribution, elle peut fonctionner sur d'autres éléments, notamment des choses comme l'adresse email, comme le nom, le prénom, etc. En envoyant l'ensemble de ces informations, hachées évidemment, aux différents partenaires. Et j'ai pas mis de screenshot, mais ensuite l'idée c'est que par exemple si vous prenez l'interface Facebook, le business manager de Facebook, vous verrez pour telle ou telle campagne le nombre de conversions offline qui ont été générées. Ce qui peut permettre d'une part de mesurer déjà l'apport et d'autre part de chercher à optimiser les campagnes pour éventuellement optimiser ça. Un deuxième exemple, c'est effectivement l'enrichissement de données. Là, l'idée, c'est de venir chercher à enrichir les hits qu'on va envoyer aux différents partenaires. L'exemple typique dont on a parlé tout à l'heure, c'est effectivement l'envoi de la marge aux outils analytics. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire en sorte d'avoir un référentiel produit quelque part, souvent dans Firestore, dans GCP. Et quand le hit va arriver au niveau du serveur, on va pouvoir aller chercher l'information de la marge pour chacun des produits contenus dans le hit pour calculer la marge et la renvoyer vers les différents outils, que ce soit un outil analytics, un outil publicitaire ou autre. L'idée, c'est effectivement de permettre de piloter différemment, de piloter à la marge, d'éventuellement envoyer la donnée aux partenaires publicitaires pour faire en sorte d'optimiser les algos sur la marge et non pas sur le CA. On peut aussi, par exemple, envoyer des données de segmentation client. On peut, dans certains cas aussi, décider de diminuer le volume de données en front. Par exemple, sur des sites sur lesquels le data layer serait énormissime, on pourrait décider de finalement diminuer le nombre d'informations en front. Par exemple, si on parle des données produits, on pourrait très bien se dire qu'en fait, en front, on garde uniquement l'ID produit. On enlève tout le reste. Comme ça, on envoie l'ID produit au serveur et au niveau du serveur, on peut réconcilier entre le hit qu'on a reçu avec l'ID produit et le référentiel produit qu'on a par ailleurs. Et de cette manière-là, on retrouve l'ensemble des données produits sans avoir pour autant à les mettre dans le data layer. Et après, évidemment, là, on parle surtout de données first party, mais en réalité, dans server-side, ça nous permet aussi d'aller récupérer des infos à peu près partout. On peut utiliser toutes les API existantes pour aller chercher d'autres infos. Alors, il y a des exemples typiques qui étaient utilisés pour le fun à l'époque, comme le fait d'aller récupérer la météo. Mais on peut aussi penser à d'autres choses qui pourraient être plus utiles, et j'en évoquerai un très rapidement à la toute fin. Et donc ça, comment ça se passe quand on veut le mettre en place? Alors, il y a plusieurs modalités d'implémentation. Il y a des modalités d'implémentation qui sont plus ou moins simples.
Le plus simple, c'est effectivement de rester dans la stack Google. Donc, en l'occurrence, avec GCP et Firestore dans GCP, simplement parce qu'on a une intégration très simple avec JTM Server-Side, où l'idée, par exemple, c'est que la première étape, ça va être de stocker les informations dans Firestore. Donc, par exemple, dans l'exemple ici, j'avais fait une base très simple avec l'ID utilisateur et associé à cet utilisateur différents champs. Donc, par exemple, un champ segment qui envoie une chaîne de caractères qui indique le segment utilisateur. Et l'idée ensuite, c'est qu'on va pouvoir, via une variable Firestore dans JSON Server-Side, facilement aller récupérer cette info-là. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré cette info, on va pouvoir la renvoyer dans nos différents tags. Par exemple, on pourrait très bien l'envoyer dans notre tag GA4 pour un pilotage plus fin des campagnes dans l'outil Analytics, mais on peut très bien penser à des use cases qui pourraient être intéressants dans les outils publicitaires. Et après, un autre use case aussi qui peut être intéressant, c'est de se dire qu'en réalité, on a récupéré les informations côté serveur. En réalité, ces informations qu'on a récupérées côté serveur, on peut les renvoyer en front. On peut réaliser un push dans le data layer via JSON Server-Side. Et l'idée, c'est qu'à ce moment-là, on va pouvoir déclencher aussi potentiellement des scénarios. On pourrait très bien se dire qu'on récupère des informations côté serveur, par exemple une segmentation client, par exemple la marge, par exemple autre chose. Et en fonction de, ce qu'on a, de l'info qu'on a récupérée, on va la renvoyer sous une forme ou une autre en front, via un push data layer. Et à partir de ce moment-là, on pourrait déclencher des scénarios de personnalisation, d'A/B testing ou autre. Typiquement, si on prend l'exemple du segment, on pourrait renvoyer le segment utilisateur en front et à ce moment-là, déclencher un scénario de perso, un scénario d'A/B testing ou même plein d'autres choses. Donc, en fait, les use cases ils sont assez, vraiment très très larges. L'idée, c'est de se dire que là, on a parlé de Scala dans un cadre de GCP, de Firestore, de la brique Google. Forcément, c'est hyper bien intégré, ça fonctionne très bien. Mais en réalité, alors déjà, la première chose, c'est que effectivement, cette brique-là, si jamais vous avez déjà un projet GCP, vous allez pouvoir l'utiliser, enfin, vous allez pouvoir utiliser votre projet GCP existant pour mettre en place cette brique-là. Si vous n'avez pas de projet GCP, et par exemple, si vous êtes passé par Alignwell, faut savoir qu'aujourd'hui, Alignwell, notamment, commence à ouvrir des accès Firestore directement à les projets. Ça va être hyper intéressant parce que ça peut vous permettre de beaucoup plus facilement lancer ce type de projet-là, sans pour autant avoir à discuter en interne ou en tout cas à faire en sorte qu'un projet GCP soit créé, si jamais vous n'en avez pas encore un dans votre organisation. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas sur du GCP, on a aussi la possibilité d'utiliser d'autres API. On pourrait, alors par exemple, à droite, j'ai mis un exemple avec une API tierce, qui est l'API de Hunter, qui va permettre de vérifier si une adresse email est réelle ou pas. C'est une API qui va donner un score à une adresse email. Mais en fait, on peut utiliser plein d'API différentes, que ce soit des API tierces comme ça, que ce soit d'autres API qui vont nous permettre d'aller récupérer des données ailleurs. Donc en réalité, on peut imaginer se brancher à plein de choses différentes. La seule différence, c'est qu'effectivement, en termes de mise en place, ça demandera plus de temps parce qu'on devra construire les choses à la main. Alors que dans GCP, tout est assez plug and play de manière générale. En tout cas, beaucoup plus plug and play. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des questions, Julien? Je crois pas. C'était limpide. Non, il n'y a personne qui a l'air d'écrire aussi dans le chat. Ok, super. L'idée, c'est vraiment de se dire que ça, c'est un petit peu ce vers quoi le marché commence à tendre. C'est-à-dire qu'on a mis en place les premiers cas d'usage de server-side qui étaient assez simples, qui nous ont permis déjà d'avoir une certaine rentabilité sur ce qu'on mettait en place. Et l'idée, c'est de se dire que, bah, est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais essayer d'aller un peu plus loin? Est-ce que j'ai des cas d'usage qui pourraient m'intéresser, qui pourraient me permettre d'aller chercher plus de rentabilité? Et si oui, comment est-ce qu'on peut les mettre en place?
les cas d'usage qu'on a évoqués là sont des cas d'usage qui peuvent être intéressants. La marge, par exemple, dans un contexte e-commerce, c'est un sujet qui est souvent très intéressant. Mais en fait, on peut penser à plein de cas d'usage différents qui vont être très spécifiques à chacun des clients avec lesquels on peut travailler. J'ai posé la question là sur le API Gateway de Stape pour voir comment ça fonctionne vraiment. Est-ce que c'est vraiment différent d'un server-side? Et j'ai eu la réponse de la part de Vincent. Ça, c'est la façon dont ça fonctionne. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même les pixels côté client. Et Stape, en fait, il vient relire ce pixel côté client et après l'envoyer server-side. Mais du coup, comme je le mets joliment à droite en commentaire, si côté client, la collecte, elle est déjà éclatée parce que Vincent est très très fort, Rémi, je confirme. Si côté client, la collecte est déjà éclatée parce qu'il y a un ad blocker, parce que ITP, parce que ci, parce que ça, côté serveur, on va rien envoyer de plus en fait. Je sais pas, Quentin, si tu confirmes du coup l'interprétation que j'en fais, mais Ouais. voilà pour la petite aparté. Je vais te laisser prendre la main, du coup, Julien, si ça n'a pas plus de questions. Ouais, ça a l'air d'être bon. Au pire, de toute façon, on aura encore un peu de temps pour les questions à la fin, hein, donc n'hésitez pas à en mettre dans le chat. Merci Quentin pour la partie sur server-side. Je vais maintenant parler du coup de Reverse-ETL et pourquoi, en fait, justement, le Reverse-ETL et le server-side peuvent un peu se marcher dessus. Enfin, en tout cas, on pourrait le comprendre comme ça au début. Pour parler de Reverse-ETL, il faut déjà que je vous explique ou que je vous réexplique pour ceux qui connaissent déjà ça par cœur, ce qu'est une plateforme data. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien dans mon équipe. Hein. Et les plateformes data, elles vont avoir différentes briques, différents composants. La première chose, ça va être sur la gauche des outils d'extraction de données comme Airbyte, Fivetran, PopSync, Reverie, DLT, etc., qui vont aller se brancher à vos différents SaaS comme Intercom, vos plateformes publicitaires, etc. Ces outils-là, ils vont aller récupérer les données et après les déverser dans la brique la plus importante et la brique centrale qu'on appelle le data warehouse parce que c'est là-dedans qu'on va déverser les données. Donc ça va être des technos comme BigQuery sur le stack Google, Snowflake qui est un éditeur un peu tout en un. Il y a aussi Databricks par exemple ou d'autres technos sur Azure, AWS qui font à peu près la même chose. Il va y avoir des outils de collection d'événements, toujours sur la gauche, comme GA4 par exemple, qui permettent de traquer finement ce qui se passe sur votre site et après de le stocker d'une façon très granulaire sur BigQuery notamment. En bas de la partie centrale, vous avez ce qu'on appelle la data transformation ou le modeling avec des outils comme DBT, Dataform, SQL Mesh. Et en fait, c'est eux qui vont faire en sorte que les données de vos différents SaaS, de GA4, de Intercom, de Braze ou que sais-je, on vient les nettoyer, les rassembler, les joindre pour après modéliser des choses qui sont utilisables pour du reporting, et c'est ce que je mets à droite avec la business intelligence en haut, pour du machine learning si vous faites du Vertex ou des algos maison pour clusteriser vos clients, etc. etc. Et à droite, il y a cette brique de Reverse-ETL qui se branche sur le data warehouse et qui vient chercher des données qui sont déjà modélisées, déjà nettoyées, etc. pour les réactiver derrière. L'orchestration en haut, j'en parle pas trop, mais en gros, c'est quand vous avez une énorme plateforme data, il y a plein de choses qui doivent se déclencher à un intervalle régulier ou en fonction des conditions spécifiques. Et c'est ces orchestrateurs comme Airflow, Dexter ou Mage qui vont, comme son nom l'indique, faire le chef d'orchestre là-dessus et déclencher les choses les unes après les autres quand les bonnes conditions sont remplies. Le TEL, du coup, c'est ce que je vous disais. Ça va prendre les données publicitaires, les données de vos back-office, les données CRM, les données de tracking, etc. Ça va tout récupérer et ça va le mettre dans le data warehouse. Je fais une toute petite aparté sur le naming, parce qu'avant, on disait ETL pour extract, transform, load, dans le sens où on altérait la donnée, on l'a simplifiée pendant le processus de déplacement pour les stocker d'une façon déjà très synthétisée. Maintenant, la tendance, c'est de faire de l'ELT. Donc, on extracte absolument tout, on charge absolument tout, en tout cas tout ce qui est pertinent, et on le transforme à la fin, ce qui fait que dans le data warehouse, on a beaucoup plus de données et que derrière, on pourra débloquer beaucoup plus de cas d'usage si jamais on en a besoin. Moi, je vais dire juste extract load, en fait, sur cette partie-là, parce que ces outils-là, on veut s'en servir que pour ça. Tout extraire, tout charger, et la modélisation ou la transformation pour le T, on la fera avec des outils comme DBT, Dataform, SQL Mesh qui permettent de faire ça dans un environnement dédié
plutôt que de dépendre des transformations que vont faire des outils comme Airbyte, Fivetran, etc., qui ne seront pas forcément derrière réutilisables ou qui risquent un peu de dégrader la qualité de la donnée ou en tout cas de la rendre moins granulaire. Et donc là-dedans, le reverse ETL, c'est, comme son nom l'indique, l'inverse de ça. C'est-à-dire que vous avez toutes vos données dans le data warehouse, elles ont été modélisées, prêtes à l'emploi, on a calculé la lifetime value, on a calculé la marge, on a calculé des segments clients, etc. Le reverse ETL, il va se brancher sur ça, et il va prendre ces données, et il va les renvoyer dans les SaaS que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, pour des cas d'usage publicitaire, on peut renvoyer dans Google Ads, dans Bing Ads, dans Criteo, dans Meta, etc., des données qui ont été calculées dans le data warehouse. On peut faire pareil pour le back-office. Par exemple, si vous voulez modifier votre produit en fonction des choses qu'on a calculées dans le back-office, on pourra le renvoyer derrière. Pareil pour les données CRM, pareil pour les outils de tracking aussi, on peut renvoyer des choses dans ce sens-là. Et en fait, cette technologie-là, même si elle semble absolument évidente aujourd'hui, ça a un peu changé la donne il y a quelques années parce que on a mis de plus en plus de choses dans le data warehouse, mais à part se connecter avec des outils de BI comme Tableau, Power BI dessus, on n'en faisait pas forcément grand-chose. Et on s'est rendu compte que du coup, on a une mine d'or dans le data warehouse, mais à part faire du reporting qui est joli, on la réutilise pas derrière pour des cas d'activation, du média, du ciblage, du CRM, etc. Ce qui est dommage parce qu'en fait, on a toutes les données propres, centralisées, jointes, etc., mais on n'en fait pas énormément de choses derrière. Donc le reverse ETL, c'est ce qui permet de faire. Et c'est pour ça que ça change un peu la donne. Coucou Airbyte ne fait pas de reverse. Alors, c'est sur leur roadmap, ils en font peut-être un petit peu aujourd'hui, mais je suis pas sûr. À mon avis, c'est plutôt de la feature en bêta. Je dis peut-être des bêtises, mais sur la 1.0, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait de gros changements là-dessus. Je prendrai le temps de regarder ça avant la fin du webinaire pour vous répondre, mais en tout cas, ce qui est sûr, et là pour le coup, je peux mettre ma main à couper, c'est que les capacités de reverse ETL de Airbyte sont, si elles existent aujourd'hui, sont largement moins étoffées que des outils dédiés comme iTouch, Census ou Dynamo, qui est un éditeur français qui fait la même chose. Cette petite slide-là, du coup, l'idée, c'est que le reverse ETL, c'est super puissant, mais ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans votre data warehouse. Et typiquement, dans votre data warehouse, s'il est bien fourni, bien alimenté, etc., on peut avoir plein de choses, comme les données socio-démographiques qui sont exactes, l'historique de navigation si vous avez branché GA4 dessus, l'historique transactionnel si vous branchez votre back-office, que ce soit PrestaShop, Shopify, etc. On va pouvoir charger les référentiels produits, si jamais vous avez un master de tous vos produits avec tous les fournisseurs, les coûts de production, les coûts de transformation, etc. Tout ça, on peut le réutiliser derrière pour aller cibler tel produit pour telle personne parce que c'est pertinent et c'est rentable. On va avoir les comportements d'abandon toujours avec le tracking, les interactions avec le service client si vous allez brancher Intercom par exemple, les ouvertures de communication, les avis clients, etc. Bref, c'est sans fin. Mais en fait, la pertinence du reverse ETL va dépendre vraiment de ce que vous avez dans votre data warehouse. Et les cas d'usage avec ça, il y en a plein. Si vous avez les bonnes données, il y a des choses qui sont assez chouettes. Parfois, c'est des choses qu'on faisait déjà avant. Par exemple, les audiences publicitaires, on en a toujours fait. C'est juste qu'avant, c'était Janine et Robert qui faisaient un fichier Excel ou CSV qui allait le charger dans Facebook Ads tous les lundis matins entre 8h45 et 9h avant le weekly. Super, hein, ça a marché quand même, mais c'était super consommateur de temps et surtout, c'était très prône à l'erreur. Donc, on peut complètement automatiser ces audiences publicitaires pour de l'inclusion et de l'exclusion sur Facebook, Google Ads, etc. Il y a des sujets d'amélioration du matching publicitaire avec des données hachées. On peut avoir le prénom, le nom de famille, l'adresse, le téléphone. Alors évidemment, on va hacher ça, on va pas l'envoyer en clair, hein. Mais ça permet après aux plateformes publicitaires d'améliorer le taux de match entre les personnes que vous avez dans l'audience et les personnes que eux de leur côté ils ont sur la plateforme. On peut faire aussi de la collecte et de l'envoi des événements offline vers différentes plateformes. Donc on a parlé avec Quentin aussi du Store to Web côté server-side, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec le reverse ETL. Pareil pour la personnalisation des expériences utilisateurs. Si on veut faire des recommandations de produits, c'est des choses qu'on pourrait pousser à droite, à gauche. Et sur Facebook, par exemple, pousser exactement ce produit-là parce qu'on sait que l'utilisateur est venu 4 fois sur la page, qu'il a déjà mis dans son panier, qu'il a déjà annulé une commande qui était déjà dedans parce que il a changé d'avis au dernier moment. On peut optimiser très finement les opérations de marketing, évidemment. Et on peut aligner des données. Ça, c'est assez intéressant aussi. C'est que si dans votre data warehouse, vous avez toutes les données et qu'elles sont modélisées correctement, documentées, etc., derrière, vous pouvez les renvoyer dans tous les outils CRM. Et ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais encore chez l'annonceur,
où dans le data warehouse, on avait toutes les données du back-office. Et donc, ces données du back-office, on allait les envoyer downstream dans tous les outils CRM, donc que ce soit Braze, Intercom ou HubSpot. Dans les 3 outils, on avait exactement les mêmes contacts, les mêmes interactions, les mêmes qualificatifs. Et évidemment, aligner ce qu'on a dans tous les outils CRM pour ceux qui en ont plusieurs. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Si on n'a pas une source unique, ça va créer des deltas forcément derrière dans les interfaces. Julien pose une question. C'est déjà un peu ce que permet un GTM server. C'est pour ça qu'on disait que les deux peuvent se marcher dessus. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il me semble que on a la transition parfaite avec la partie suivante qui est, du coup, qu'est-ce qu'on fait à gauche sur le Reversity, enfin sur le server-side, pardon, et qu'est-ce qu'on fait à droite sur un Reversity. Je vais te passer la main du coup, Quentin, pour la première partie. Yes, merci. Donc, l'idée, ce qu'on a dit, c'était que ce qu'on veut faire avec le server-side, c'est chercher à continuer de rentabiliser l'implémentation du server-side. Donc, en fait, l'une des premières raisons de chercher à mettre en place de l'enrichissement en server-side, c'est aussi simplement de venir rentabiliser les premières étapes qu'on a mises en place et venir rentabiliser ce qu'on a déjà en place en réalité. Une deuxième raison qu'on peut voir aussi, c'est si vous avez besoin de temps réel. Notamment, je crois que j'ai mis l'exemple juste après, si jamais vous voulez faire de la personnalisation ou des choses en front en temps réel avec des informations que vous avez récupérées à côté serveur, on va en général plutôt privilégier la partie GTM server-side dans la mesure où on peut récupérer ces informations en temps réel. Évidemment, ce que ça implique, l'une des raisons aussi, c'est finalement si vous avez un tracking performant, parce que ça veut aussi dire que derrière, vous avez dû mettre en place un plan de marquage cohérent, pertinent, qui vous permet d'avoir les bonnes données et qu'en fait, vous venez enrichir éventuellement ces données-là ensuite. Mais du coup, voilà, vous avez quand même cette brique solide à la base. Et puis finalement, une autre raison, ça peut être si finalement vous avez des ressources côté tracking, côté analytics, qui peuvent vous aider à mettre en place ça. L'idée pour moi, c'est que, de toute façon, Julien va compléter après, mais globalement, on va pouvoir faire des choses très similaires entre les deux outils, avec les deux approches. Les deux peuvent faire plus ou moins la même chose, mais l'un sera souvent plus à l'aise dans certains trucs et l'autre sera plus à l'aise dans certaines autres choses. Pour moi, le server-side, ça va être notamment être à l'aise pour mettre en place facilement des cas d'usage assez simples, assez rapidement et en temps réel. L'idée, c'est que vraiment, si on reprend l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec la segmentation, c'est des cas d'usage qui sont assez simples et rapides à mettre en place et qui peuvent du coup permettre d'avoir un bénéfice assez rapide. Je te laisse reprendre, Julien. Yes. Je suis. Évidemment, on est 100% d'accord avec Quentin, parce qu'on a fait la présentation ensemble. Mais moi, il y a une différence que je vois là-dedans, c'est le temps réel. Faire une plateforme data en temps réel, c'est tout à fait faisable, mais c'est potentiellement un peu plus compliqué et ça demande des outils un peu plus spécifiques. Et si on veut faire du reversity en temps réel, alors pareil, ça se fait, hein, mais c'est potentiellement un peu plus de travail que si on le fait directement depuis un GTM server-side. Donc ça, c'est déjà une clé un peu de lecture qui permet de simplifier la chose. Ça va être aussi un calcul d'opportunité, le reversity, dans le sens où pour le tracking, si vous avez un tracking qui est béton, qui a été fait par Quentin par exemple ou Vincent, vous pouvez y aller dessus et le faire fructifier. Si chez vous ou si vous avez une plateforme data qui est costaud avec des analytics engineers qui font de la modélisation et qui sont disponibles pour faire des modélisations spécifiques, etc., autant le rentabiliser et se baser sur le data warehouse pour faire plein de choses avec. Donc si vous avez plein de données dedans, si vous avez des gens disponibles pour faire de la modélisation et l'activer, c'est un bon moyen de donner de la valeur à tout ça. Il y a un sujet de budget outil sur Reversity, c'est quand même pas des technos qui sont absolument gratuites. Après, c'est quand même très intéressant de le payer. En fait, c'est un peu le même débat que pour Addingwell et Stape, hein, par exemple. Faire des connecteurs pour envoyer des audiences Facebook depuis votre BigQuery, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. Mais pour ceux qui l'ont fait, faire des connecteurs comme ça, les maintenir, etc., c'est très pénible. Et du coup, payer un SaaS pour le faire à votre place, c'est toujours intéressant. Il y a une clé de lecture aussi, je pense, qui est assez importante, c'est la complexité des modélisations que vous faites. Dans le cas de GTM Server 7, par exemple, quand on fait une jointure avec Firestore, ça va être
très utile si vous avez des clés valeurs qui sont toutes prêtes, faciles à consommer, etc. Si par contre vous voulez faire des audiences qui sont très complexes avec le fait qu'il ait vu tel produit, qu'il soit venu sur le site dans les 3 derniers mois, qu'il ait été éligible à une promo qu'il n'a pas utilisée, dès qu'il y a un peu des calculs comme ça qui vont mêler à la fois du site-centric, à la fois du publicitaire, à la fois du back-office, vous allez avoir besoin de modélisation. Donc vous allez avoir besoin d'un data warehouse qui permet de modéliser la donnée et après de l'activer dans un reverse ETL. Il y a un sujet par contre qui est assez favorable côté reverse ETL et data warehouse, c'est le fait de suivre l'envoi et le succès de tout ça, parce que vu que c'est des états statiques de j'ai mes données, je vais les envoyer, je regarde si ça passe ou pas, ça me répond, si c'est en succès ou en erreur. Si vous avez besoin d'un suivi fin de tout ça, le monitoring sera plus facile que si vous le faites côté server-side. Voilà. Donc en vrai, on peut faire à peu près la même chose à gauche, à droite, c'est juste que dans certaines situations, ça va être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus facile de le faire en server-side ou en reverse ETL. Et si jamais vous avez des cas d'usage spécifiques, n'hésitez pas à le mettre dans les questions, on répondra à ça avec grand plaisir. On passe à la slide d'après, Quentin? Ouais, on avait une question de Rémi, justement, exactement là-dessus, sur le tarif de ces outils de reverse ETL. Ouais, super bonne question. Alors, je regarde juste iTouch parce que j'ai le site sous la main là, parce qu'accessoirement on est partenaire aussi. Ils vont avoir un free plan qui est assez limité, mais qui est quand même très intéressant, à 0$ quoi, qui permet d'activer une destination, par exemple Facebook Ads, et de faire 2 synchronisations actives sur cette destination. Et après, on passe à 350$ par mois pour 2 destinations, 2 workspaces et 5 synchronisations actives par destination. iTouch, en fait, quand on va passer sur les formules entreprises, ça va être très rapidement des pricing sur mesure par rapport à vos besoins, par rapport au nombre de destinations, par rapport aux features que vous voulez en plus, parce qu'ils ont plein de features qui sont très intéressantes. Du côté de Census, je vais regarder rapidement, mais ça va être à mon avis assez similaire. On a un free tier à 0$, qui est identique, je pense. Un 350$ par mois avec à peu près la même chose. Et après, c'est pareil, ils ont un pricing d'entreprise, donc c'est très similaire. Peut-être que Dinmo, comme je vous en parlais, c'est un éditeur français. Ils ont peut-être des tarifs plus intéressants, mais c'est pas affiché publiquement. Plein de questions. Julien a bien résumé, hein. Du coup, c'est assez peu onéreux sur GTM server-side. Alors, pour faire tourner un GTM server-side, parce qu'après, si vous voulez mettre des choses dans Firestore, les calculer, etc., ça sous-entend quand même qu'il y a du travail. Mais le reverse ETL est plus onéreux, effectivement, quand on veut le mettre à une échelle un peu plus industrielle. Ouais, il y a plein de questions. Wow. On a 4 questions de Lisa. Première question, quand on parle de la classification de GTM, c'est la même chose que le first party mode poussé par Google. J'avoue que j'ai pas hyper suivi les histoires autour du first party mode. C'est sorti il y a un mois à peu près, je crois à peu près. Ça a été poussé il y a à peu près un mois. J'ai pas trop regardé à quoi ça correspondait. Pour moi, effectivement, c'est des choses qui sont assez similaires, mais il faudrait que je pousse réellement. Et quand on parle de proxification de GTM, effectivement, l'idée, c'est de se dire qu'on va héberger en first party le compte en GTM. Donc, à creuser, je regarderai ça, effectivement. Les questions 2, c'est encore pour toi, je pense. Question 2 sur le fait on parlait de supprimer les librairies JS sur le front, comme celle de Meta de TikTok. Est-ce que la reco, c'est pas plutôt de garder les librairies client-side? Effectivement, si tu prends les recos de Facebook, notamment, leur reco à eux, c'est de garder les deux. C'est de garder la librairie JS client-side plus CAPI et de gérer la déduplication entre les deux. Eux recommandent ça parce qu'évidemment, ça leur permet d'avoir une librairie JS en compte. S'ils ont la librairie JS, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, théoriquement. Si tu as activé Advanced Matching dans l'interface Facebook, à partir de la librairie JS, ils peuvent récupérer un peu plein de choses en front directement. Donc, directement récupérer dans le DOM le nom, prénom, l'adresse email, etc. Quelque part, quand on parle de server-side aussi, l'une des promesses, c'est potentiellement aussi de regagner du contrôle sur la donnée.
Donc c'est aussi pour ça que dans certains cas, on peut conseiller, enfin selon les objectifs de l'annonceur, et on pourrait conseiller de passer uniquement sur du CAPI, ou alors de mettre en place ce que propose Addingwell avec leur tag Facebook CAPI, qui fait à la fois Facebook CAPI, et en plus de ça, ça génère aussi un hit en front, sans pour autant charger la librairie JS de Facebook. Pour moi, c'est vraiment un compromis entre ce que tu cherches. Mais voilà. Vraiment, effectivement, si tu prends les recos de Facebook, l'idée, c'est qu'eux veulent maximum de données. Et donc, Toujours. eux te conseillent de garder les deux. Maintenant, si tu veux aussi tirer parti des possibilités de contrôle de la donnée offerte par Justin Server-Side et des apports en termes de perf et de sécu, je trouve ça aussi assez intéressant d'au moins y réfléchir et éventuellement y penser. Il est 11h, on va essayer de répondre rapidement aux autres questions. Question 3 de Lisa, je pense que c'est plutôt pour moi. De quoi avons-nous besoin pour que les données produites, par exemple, soient disponibles dans Firestore? Alors ça, il y a plein de façons de le faire. Je pense qu'on peut même les importer en statique dans Firestore, donc il faudra juste activer le service et charger les données dedans. Après, en fonction du besoin, de la fraîcheur qu'on veut dans Firestore et d'autres contraintes que vous avez potentiellement sur les données, on peut mettre un stack un peu plus complet avec BigQuery derrière, le fait que BigQuery envoie dans Firestore automatiquement, ou alors que ça se branche directement depuis un service chez vous. Bref, c'est des choses qu'il faut étudier, mais activer un Firestore et mettre des données figées produits, c'est pas non plus la mer à boire, quoi, si on peut parler comme ça. Server-side et reversitiel ou CDP. Alors ça, c'est une bonne question parce que le reversitiel va vraiment marcher sur les plates-bandes de la CDP. Et d'ailleurs, iTouch, qui est un des outils, si ce n'est l'outil leader sur le reversitiel, se présente comme une brique de ce qu'on appelle la composable CDP. Et la composable CDP, c'est des choses qu'on fait pour nos clients. L'idée, c'est que historiquement, les CDP, c'était des grosses black box qui font absolument tout, du tracking à la centralisation, à la modélisation, aux algorithmes de churn, etc., et à l'activation derrière dans vos outils de marketing, de shooting d'email, etc. La composable CDP, c'est exactement la même chose, moins l'effet black box. Parce que la composable CDP, ça va être basé sur votre data warehouse, vos données à vous, vos calculs à vous, et une brique d'envoi comme iTouch qui vient chercher ces données-là et les envoyer dans les destinations. Donc l'alternative se fait plutôt sur composable CDP ou une CDP black box un peu historique. Bon, moi je préfère largement le composable CDP, c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on fait, mais effectivement, en tout cas, une combinaison server-side et reversitiel s'apparente un peu aussi à ce que fait une CDP tout en un, quoi. Voilà. Dernière question de Julien, je vais aller assez vite aussi. Est-ce qu'on a déjà fait des cas d'usage de reversitiel avec Rivry? Alors Rivry, on est partenaire aussi, on l'a déployé chez quelques clients en fonction des besoins qu'ils avaient en data. Moi, je trouve que c'est une super solution qui est un peu couteau suisse, qui fait plein de choses. Donc, si vous avez peu de budget et que vous avez aussi peu de ressources humaines, avoir un outil comme Rivry qui peut faire beaucoup de choses, c'est très intéressant. Après, en termes d'usage ready-made, facile à activer en quelques clics, etc., je pense que Rivry sera un peu plus difficile à déployer que des outils comme iTouch qui sont d'ailleurs beaucoup plus chers, mais aussi parce que ça marche beaucoup plus vite. C'est le même débat, par exemple, que Fivetran versus Airbyte, où Fivetran coûte bien plus cher qu'Airbyte, mais par contre, la qualité des connecteurs est souvent plus élevée. C'est bon pour cette question. Est-ce que tu veux enchaîner et finir les questions après, éventuellement, pour ceux qui restent? C'est une bonne question. Tout me va, si tu préfères. Mais après, les cas d'usage, on en parle. Oui, c'est vrai. On en a déjà parlé pas mal. On peut mettre la slide, en tout cas, comme ça, les gens peuvent lire ça tranquillement. Dernière question de Julien. Non, c'est pas la dernière, il a menti, il y en a une juste au-dessus. Tu parlais d'état du tracking et de la donnée first party ou de l'état de la quantité disponible dans BigQuery. Comment peut-on évaluer ça? Et ça, c'est des choses qu'on fait. Clairement, avec Quentin, on peut évaluer la maturité du stack d'un côté et de l'autre et vous aiguiller sur qu'est-ce qu'on doit faire de chaque côté. Je pense qu'il y a
il y a aussi une réalité court terme, c'est-à-dire que si vous avez déjà GTM server-side et que le tracking est pas mal, bah, autant capitaliser dessus. Après, si sur une durée un peu plus lointaine de 6 mois, 1 an et demi, il y a une grosse initiative IT, par exemple, dans votre entreprise, de mettre en disposition une plateforme data complète, activable, etc., c'est bien de se poser des questions pour se positionner là-dessus aussi. Le seul truc qu'il faut éviter, c'est le méli-mélo entre les deux, je dirais. Faire par exemple des envois vers Facebook depuis le server-side et depuis iTouch ou votre Reversitiel, parce que bah là on met les mêmes pommes dans des paniers différents et derrière ça peut rentrer en collision et poser des problèmes. Je pense, Quentin, si tu veux rajouter là-dessus, mais Non, complètement aligné avec toi. et Julien, encore une game. Prenons l'exemple d'un client classique qui a un tracking propre sur GA4 via GTM, un bandeau cookie consent mode OK et le suivi des conves avancés offline correctement paramétrés. Ah bah là, je pense que Quentin il dirait faut envoyer ça partout. Bah, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Julien. Si effectivement on a défini que le tracking était vraiment propre, qu'on a mis en place GTM server-side, que on a mis en place les différentes étapes du server-side Mm. déjà, bah, et qu'on a les ressources pour aller plus loin, bah go, effectivement. Mm. Je pense que ça va dépendre aussi de votre secteur d'activité et de du droit à l'erreur, enfin en tout cas du delta qu'on peut accepter entre les données back-office qui sont au plus proche de la réalité versus les données Mm. qu'on peut avoir dans du server-side et du client-side. Si effectivement on est sur du mass market et que si on envoie 2900 conversions alors qu'il y en a 2925 et que ça vous pose pas de problème, autant le faire server-side. Si par contre vous êtes sur un marché très niche avec des produits très spécifiques et peu de clients, par exemple du B2B, le maîtriser avec votre data warehouse et du Reversitiel, ça peut être une solution Mm. potentiellement plus robuste. Sachant qu'on en parlait d'ailleurs ensemble il n'y a pas très longtemps, Julien, mais la notion de consentement est aussi valable dans le cadre du Alors Reversitiel, absolument. et on l'oublie souvent en réalité. Alors nous on l'oublie pas, mais on voit des gens qui l'oublient. Ouais. En gros, ouais, typiquement, ce qu'il y a dans votre data warehouse et l'activation que vous en faites dépend aussi du consentement que vous donnent vos clients. C'est pas parce que vous avez les données first party dans votre data warehouse que vous pouvez faire n'importe quoi avec. Donc s'il y a des cas d'usage, d'activation publicitaire, etc., il faut collecter le consentement dans votre back office, dans votre data warehouse, et ça normalement c'est ce que vous devez faire. Et derrière, vous allez filtrer vos audiences pour garder que les gens qui acceptent de se faire cibler, etc. Sinon, la CNIL, la RGPD, etc., ça va mal se finir. C'est bon pour les questions. Est-ce qu'il y a des choses dans le chat? De rien, Julien, c'est avec plaisir. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. On pensait pas tenir 1 heure, mais finalement, on a dépassé. Tu veux conclure, Quentin? Oui, si tu veux. Bah, merci beaucoup à tous. C'était top. C'était cool de pouvoir parler de ces sujets dont on parle pas forcément assez. On est souvent, Mm. notamment sur le server-side, on est souvent un petit peu sur les premiers cas d'usage et c'est assez normal. Mais c'est cool de voir que le marché commence à venir un peu sur les choses un peu plus avancées, un peu plus sympas. Donc j'espère que ça a pu vous, vous motiver si jamais vous connaissez déjà, vous ouvrir un peu enfin vous montrer les opportunités si vous ne connaissez pas Mm. et vous donner envie un peu d'explorer tout ça. Trop bien. Si vous avez des questions, si vous voulez faire un meet de 30 minutes avec nous pour poser vos questions, nous parler de votre cas en interne, du débat, est-ce que je fais ça avec server-side, est-ce que je fais ça avec un Reversitiel, si jamais on peut vous aider là-dessus, n'hésitez pas, il y a nos mails dans la presse, on est aussi accessible sur Facebook sans aucun problème, donc envoyez-nous un message et puis on essaie de se voir la semaine prochaine ou dès que possible pour vous aider. Voilà. Vous aider, même si on fait une mission pour vous après ou pas, hein. On est toujours ravis de répondre aux questions, de vous aider à faire des projets data de qualité chez vous. Merci Quentin. Merci à toi. Merci à Bonne tous. journée à tous. Bonne journée.